That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui se nomme Projection au pluriel de soi, et le sous-titre c'est Identités et images en mouvement dans l'autofiction. Je le présente, c'est édité chez Presse Universitaire de Lyon et c'est écrit par Élise Hugueny Léger, qui a accepté de venir nous en parler, mais avant qu'elle nous en parle, je voudrais juste, bien évidemment, la présenter. Vous êtes enseignante au sein du département d'études françaises de l'université de Saint-Andrews, en Écosse, et vous êtes spécialiste de l'œuvre d'Annie Ernaux. Vous travaillez sur la littérature contemporaine à la première personne. D'ailleurs, la première personne, c'est la thématique du bouquin, mais ça, on va en parler dans quelques secondes. Et votre intérêt pour la création littéraire s'étend aux ateliers d'écriture et aux dispositifs d'écriture plurilingue, et toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Voilà, avant de commencer, juste une question godardienne. Comment allez-vous? Très bien, ça va bien vous? Ça va. Écoutez, je suis assez content parce qu'il faut savoir que c'est vrai que c'est une émission qui devait se faire depuis un certain temps. Et puis, bon, comme d'habitude, c'est toujours de ma faute. Mais en tout cas, on est là et je suis très content. Alors, première question extrêmement simple pour qu'on puisse vraiment introduire la thématique, le livre. Juste, ça parle d'autofiction. Quelle serait, selon vous, avec vos propres mots, la définition de l'autofiction? Et puis surtout, comment elle pourrait habiter cette autofiction dans le milieu cinématographique, dans le cinéma? Alors, c'est pas une question simple du tout là que vous me posez pour commencer. Pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de manières de répondre à cette question. Je peux partir du côté, vous retracer l'historique de la notion, donc qui prend comme plutôt ses sources du côté de la théorie littéraire et d'échange de réponses avec l'autobiographie, qui se définit un petit peu contre l'autobiographie. Je peux partir du côté plutôt médiatique. Ça s'est développé aussi à travers les médias, grâce aux médias. Et ça, je pense que contrairement à l'autobiographie traditionnelle, ça intègre une intermédialité dans la représentation de soi. Finalement, une définition que j'utilise dans le livre et que j'emprunte à Philippe Gasparini, c'est l'idée de projection de soi, projection du sujet dans des scénarios ou dans des vies imaginaires. Et je trouve que c'est une définition qui est assez flexible, qui permet de réfléchir à la manière dont le sujet peut se rêver, s'imaginer, s'anticiper, un peu se faire un film et retranscrire tout ça par écrit. Je trouve que ça donne une certaine flexibilité à cette notion. Et qu'est-ce qui fait que vous ayez eu envie de lui consacrer un essai, et d'autant plus et aussi parfois, parce que ça parle aussi beaucoup de littérature, et aussi par le prisme du cinéma? Alors, ça m'intéressait de travailler sur cette notion qui est quand même souvent décriée, autour de laquelle il y a quand même pas mal de préjugés. Et en travaillant sur les écrits, on va dire à la première personne, les écrits autobiographiques de manière générale, j'étais de plus en plus frappée de voir la récurrence du motif du cinéma. Alors que ce soit l'expérience fondatrice d'aller au cinéma, d'aller dans une salle de cinéma qui est en fait aussi importante que l'expérience fondatrice, le topos littéraire de la découverte de la lecture. Ça me frappe à quel point ça s'est développé dans les autobiographies depuis, on va dire, la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, ça m'a donné envie de creuser dans cette direction et de voir effectivement comment cet imaginaire influençait non seulement le contenu des textes, mais aussi les procédés formels utilisés. Et c'est là que je me suis intéressée à divers procédés formels, que ce soit la reprise, que ce soit le montage, que ce soit l'adaptation, mais la manière dont finalement tout ce langage cinématographique vient influencer la structure, la forme même, le langage même de la représentation de soi. Et ça nous permet, pour le coup, de dépasser les conventions traditionnelles de l'autobiographie pour aller vers autre chose. Vous parliez de préjugés. De quels préjugés vous évoquiez?
Alors, bah, je sais pas, peut-être que oui, des préjugés, souvent, quand on entend le terme autofiction, alors je pense que ça vient de la manière dont il a été repris, utilisé dans les médias, la manière dont le terme s'est construit, s'est diffusé dans les années 90, dans les années 2000, au tournant des années 2000. Euh, où très souvent le terme est utilisé pour signaler, ce serait pour signaler des formes d'écriture qui ne seraient pas très travaillées, qui ne seraient pas très abouties, où le D'accord. sujet se complairait dans l'exposition narcissique sans s'intéresser à l'autre. Voilà, on entend quand même encore maintenant beaucoup de choses comme ça en ce qui concerne l'autofiction. C'est souvent très très flou. Mais le terme continue quand même à être attaché à ces préjugés, ce qui fait que beaucoup d'auteurs refusent d'être associés de trop près à la notion d'autofiction. Et dans le cinéma, quels seraient ces préjugés? Je pense que quand vous avez travaillé sur pas mal on va en parler, hein, comme Carrère ou d'autres comme Marguerite Duras, mais est-ce qu'il y aurait, selon vous, peut-être autour de vous, je ne sais pas, par rapport au travail que vous avez effectué, dans le cinéma, des préjugés concernant l'autofiction? Est-ce que c'est, par exemple, si on dit c'est un film, alors je vais le dire de manière assez grossière, hein, c'est un film où la subjectivité est totale, ou voilà, des choses de ce genre-là, est-ce que ça fait partie de ces préjugés-là? Alors, il me semble qu'on les entend moins en lien avec le domaine du cinéma, il me semble. Ça reste quand même attaché à la littérature. Peut-être que ce serait justement une manière de dépasser ces préjugés et d'employer le terme autofiction dans toute sa malléabilité, voilà, en montrant que un film autofictionnel, un film qui va jouer de la représentation du sujet, des différentes couches de représentation du sujet, c'est un film qui est formellement intéressant et innovant. Donc peut-être que là, justement, il y aurait peut-être une brèche, quelque chose d'assez stimulant et d'assez productif, positif à ajouter à la notion d'autofiction. Alors, le livre, que je rappelle, le titre Projection de soi, identité et image en mouvement de l'autofiction, c'est édité chez Presse Universitaire de Lyon. J'aurais bien voulu savoir comment vous avez réfléchi à l'architecture de ce livre, la construction, au niveau du sommaire. Comment vous l'avez pensé? Alors, la manière dont je l'ai pensé, attendez, je reprends le sommaire sous mes yeux aussi. Donc, partir, oui, pas tant de l'historique de la notion d'autofiction, mais essayer un peu de la replacer dans son moment culturel. Souvent, quand même, dans les études littéraires, on a tendance à situer les choses par rapport à la théorie littéraire. Et moi, il me semblait important pour comprendre ce que c'est l'autofiction et l'influence grandissante de l'imaginaire cinématographique dans l'autofiction, il me semblait important de replacer l'émergence de cette notion dans son contexte culturel et pas seulement de théorie littéraire. Donc, dans un contexte où, effectivement, on encourage peut-être plus le sujet à témoigner de sa vie, faire des récits de vie, à témoigner aussi, pas seulement par la littérature, mais à travers la télévision également. Et ça me semblait important, voilà, d'avoir cet ancrage culturel. Et puis donc voilà, je suis partie peut-être plus, on va dire plus purement du texte pour aller de plus en plus vers le film et ensuite vers la télévision. Hein. Le dernier chapitre, c'est sur plutôt l'influence de la télévision et l'imaginaire, qui est un imaginaire comme différent de l'imaginaire du cinéma, bien sûr. Donc voilà, pas partir dans ce moment culturel, il me semblait que c'était important et significatif d'évoquer l'influence de deux nouveaux romanciers. Donc c'est vrai que je suis partie de Marguerite Duras et d'Alain Robbe-Grillet, qui ont quand même en commun d'être romanciers / cinéastes / autobiographes, deux figures qui ont contribué au tournant des années 80 à nous aider à repenser l'écriture de soi, la représentation du sujet, en allant dans de nouvelles directions, et des nouvelles directions nourries par leur expérience, par leur pratique du cinéma.
Et tous les deux aussi ont en commun d'avoir su comprendre, adopter les codes des médias, les codes de la télévision en particulier. Donc, il y a finalement tous les deux, même s'ils sont évidemment sont deux univers très très différents. Hein, c'est assez schématique de dire voilà, ce sont deux nouveaux romanciers. Il y a beaucoup de choses qui les séparent, évidemment, mais il me semble que ce sont vraiment deux figures qui arrivent à un moment où, avec toute leur expérience qu'ils ont acquise en tant que cinéastes, ils utilisent certaines stratégies, certaines manières de penser le sujet pour proposer de nouvelles manières finalement de représenter l'expérience personnelle et le sujet. Et là, vraiment, ce qui est intéressant avec Duras et Robbe-Grillet, c'est que on les associe souvent, en tout cas pas à l'autobiographie traditionnelle, ça c'est sûr. On dit plutôt qu'ils sont dans la mouvance de l'autofiction, ou en tout cas qu'ils ont inauguré, peut-être anticipé ce qu'est l'autofiction, parce que vraiment, véritablement, avec eux, on est dans un imaginaire, alors que ce soit leur imaginaire dans les textes ou dans les films, hein, mais un imaginaire qui brouille véritablement les frontières entre le vécu et le fantasme. Et ça, voilà, ça ils le portent, ils le véhiculent aussi dans leurs textes, aussi bien que dans leurs films. Et ça passe aussi, c'est ce que vous dites dans ce, oui, on va dire j'allais dire le premier chapitre. Bon, il y a un autre avant, mais ça passe aussi par cette la réceptivité du spectateur et le lieu de la salle de cinéma aussi. Ces deux éléments fondamentalement importants. Oui, notamment chez Duras, évidemment, hein, Duras qui a fait de l'expérience de la salle de cinéma ce lieu complètement mythique, hein, complètement magique, dans un barrage contre le Pacifique, qui est un texte qui, bon, à l'époque était présenté comme un roman. C'est plus tard qu'on a compris à quel point en fait c'était fondateur de son histoire, et on a compris à quel point la dimension autobiographique d'un barrage contre Pacifique était forte. Effectivement, chez Duras, c'est cette expérience fondatrice de s'immerger, de pouvoir se penser, se projeter dans une autre vie. N'oublions pas le contexte dans lequel elle a grandi, cette pauvreté extrême. Donc effectivement, les films qui lui arrivaient au cinéma, c'était, enfin, lui, je dis elle, en tout cas le personnage qui la représente hein, dans le livre. Mais en tout cas, pour ce personnage, c'est véritablement l'accès à une autre vie possible. Et je dis ça de manière assez prosaïque. Vraiment, c'est l'idée de se dire, je pourrais être autre chose, je peux faire autre chose de ma vie. Que rester là. Et ça vient véritablement par les images, par l'expérience du cinéma, qu'ensuite qu'elle a creusé évidemment dans son écriture, qui est devenue, on a beaucoup parlé au sujet de Duras, voilà, le lieu noir de l'écriture, quelque chose comme ça. On reste très très influencé par cet imaginaire fondateur, cette expérience fondatrice chez Duras. D'ailleurs, si vous me permettez, oui, page 88, c'est page 88, vous écrivez, c'est toujours dans le chapitre concernant Duras et Alain Robbe-Grillet, vous écrivez « Le cinéma et les images en mouvement jouent un rôle significatif dans ces pratiques, qu'il s'agisse de fantasmes donnant lieu à des tableaux vivants chez Robbe-Grillet ou du potentiel stimulant de la salle de cinéma chez Duras. Leurs textes donnent à voir de multiples effets de projection, mais aussi de collision entre les rêves et la réalité, et leurs films, exigeants, éloignés des codes du cinéma commercial, requièrent un travail important de la part des spectateurs pour lesquels la signification n'est pas donnée, mais à construire. » J'aime beaucoup cette idée que la signification, elle n'est pas donnée, mais qu'elle est à construire. Parce que ce que vous dites là, ce que vous écrivez concernant Robbe-Grillet et Duras, avec cette projection de soi, l'autofiction autour de tout cela, j'ai cette impression aussi que, peut-être vous allez me contredire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus évident tout ça. Ce cinéma-là, cette manière de filmer, de penser, de créer cette interactivité avec le spectateur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus évident. Alors évidemment, je ne sais pas. En fait, peut-être ce qui est très différent, c'est que le spectateur, maintenant, est très habitué à toutes ces choses. Le spectateur est
complètement très, très familier des différentes manières de se représenter et d'utiliser, enfin, on sait tous utiliser nous-mêmes des écrans, des modes de Alors, capter, de filmer, etc. pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Habitué grâce au cinéma ou grâce à la télévision? Ah bah, je pense les deux. Enfin, Les deux. je pense les deux. Et le fait d'avoir aussi dans nos mains des outils qui permettent ça. Après, est-ce que ça veut dire que le spectateur est toujours plus au fait de possibilités, des potentialités de construction, de manipulation? Oui, en fond, je pense qu'on l'est, mais on a envie de les oublier aussi, ces possibilités de manipulation. Donc oui, l'idée que le spectateur a un rôle à jouer dans le fait de remettre un petit peu ensemble, d'imbriquer comme les pièces un petit peu d'un puzzle, c'est vrai que c'est fondateur et c'est probablement novateur chez Duras et chez Rob Grillet. Mais ceci dit, dans les autres textes et les autres films que j'ai étudiés, que j'ai choisis dans mon corpus, donc voilà, j'ai choisi par exemple le film de Pérec, les lieux d'une fugue, le film adapté d'un livre de Christine Angot, Pourquoi pas le Brésil, le film d'Emmanuel Carrère, Retour à Cotelniche. Dans tous ces films-là, et certains qui jouent avec la limite entre documentaire et fiction, il me semble qu'il y a aussi un travail très important à faire de la part du spectateur. Ce sont des films qui ne sont pas si évident que ça à recevoir. Mais en fait, c'est parce que je me disais que par rapport aussi à l'évolution du cinéma, aujourd'hui, en 2023, j'entends bien, je pense que c'est pas si évident, certainement pour tous les spectateurs. Ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. Et c'est peut-être même de pire en pire. Mais j'ai cette impression que c'est devenu cette manière de travailler sa propre subjectivité. J'ai l'impression, et c'est tant mieux et c'est très bien, que c'est devenu un élément clé, une espèce de leitmotiv. Et par exemple, quand Hervé Guibert fait son film dans les années avant de décéder, c'est vrai que c'est très très nouveau tout cela, mais aujourd'hui, c'est marrant parce que je l'ai revu il y a 1 an ce film-là, j'avais trouvé ça, pour moi c'était normal parce que pas vraiment si contemporain que ça. Et donc je dis tout ça pour en venir à une question que vous abordez d'ailleurs dans un des chapitres, je crois que c'est le chapitre 6, si je ne me trompe pas, sur la forme. Est-ce que quand il s'agit de l'autofiction, est-ce que il faut aussi qu'il y ait un travail très fort sur la forme? Je crois que oui. Et je crois que ça, véritablement, ça nous ramène à l'origine du terme. Donc, sans refaire tout l'historique, hein, quand même, un terme qui a été inventé par Serge Dubrovsky. Donc, lui, en revanche, très peu lien avec le cinéma. Dubrovsky, hein, pas du tout cinéaste, mais des liens assez puissants avec la télévision, pour en parler si on veut. Mais en tout cas, pour Dubrovsky, ce qui fait la spécificité de l'autofiction, contrairement à l'autobiographie traditionnelle, on va dire, c'est le travail sur le style et sur la forme. C'est véritablement l'idée de prendre des épisodes de sa vie, des choses qui se sont réellement produites, mais de prendre vraiment une grande liberté formelle avec le style, de déconstruire. Et c'est là peut-être que les outils du cinéma nous viennent, parce que c'est un langage maintenant auquel on est complètement habitué. Donc ça nous vient de manière assez automatique, et ça vient à beaucoup d'écrivains. Quand ils parlent de leur écriture, ils utilisent des termes comme le fait de le montage. C'est quelque chose qui revient énormément, jouer, flashback, etc., ce genre de choses. Parce que l'idée, c'est, avec Dubrovsky, c'est d'utiliser ces épisodes donc de vie réelle, hein, de choses qui se sont vraiment passées, mais de prendre une grande liberté formelle avec. Donc, ne pas hésiter à amplifier, à condenser, à un peu transformer sa vie en roman, tout comme on la montrait, comme ça, petit bout par petit bout. Donc, cette exigence formelle, oui, elle me semble clé. Je pense qu'elle est encore très, très présente
même si c'est compliqué de dire qu'il y a un genre autofictionnel, parce que voilà, il y a beaucoup de définitions contradictoires, mais en tout cas, il me semble que dans cette pratique de renouveau, de représentation de soi, l'exigence formelle, oui, il me semble, elle est très très forte. Ouais. Il y a un film algérien de Lamine Amar Hodja qui date de 2012, je crois, si je ne me trompe pas, où il parle de son retour en Algérie. Il prend comme base le bouquin d'Aimé Césaire, Retour au pays natal. Voilà. Et le titre du film s'appelle Demande à ton ombre. Et, voilà, et je trouve que c'est très beau. Je demande à mon ombre pour pouvoir parler de moi-même. Et donc, ça devient une autofiction. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je referme très vite. C'est aussi le rapport à l'ombre qui est assez beau et qui peut-être fait partie de cela. Et aussi, peut-être que ça m'amène. Alors, c'est très, très, très désordonné comme construction d'émission, mais c'est pas très grave en même temps. C'est aussi ça, l'autofiction. Mais ça m'amène aussi. Ouais, c'est ça. Ça m'amène aussi je crois que c'est le chapitre. Voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que voilà, c'est le chapitre qui concerne. Pardon, excusez-moi, c'est le chapitre 3, Filet filmé, le sujet autofictionnel chez Sophie Calle, Camille Laurens et Georges Perec. Et est-ce que là, pour le coup, le titre du livre, c'est Projection de soi, est-ce que par rapport à ce chapitre-là, ça serait aussi une manière de projeter. C'est une manière aussi de parler de la projection de l'autre, finalement. Oui. Alors je ne connaissais pas, donc Demande à ton ombre, effectivement, c'est très beau et ça me donne immédiatement envie d'aller le voir. Et quand vous avez dit ça, Demande à ton ombre, effectivement, moi, je pensais à Perec, et donc ce film qu'il a fait, qui est basé sur un texte qu'il avait écrit précédemment, qui est basé sur une expérience qu'il avait eue beaucoup plus jeune, une expérience de fugue. C'est ce qui est très beau, très touchant dans ce film qui n'est pas si connu que ça. Enfin, quand on pense à Perec, on ne pense pas immédiatement au film Les lieux d'une fugue. Mais ce qui est vraiment très, très touchant, c'est de voir Perec, donc le Perec des années 70, Perec qui retourne comme ça sur ces lieux, un petit peu comme s'il cherchait le jeune Perec qui évidemment n'est plus là, les lieux qui ont changé. C'est un peu cette illusion de croire que quand on retourne sur les lieux du passé, il y a quelque chose on va retrouver quelque chose, mais pas forcément en fait. Donc ça, effectivement, c'est très, très touchant. Et je me rends compte que je n'ai pas tout à fait répondu à cette question de l'autre, même si, voilà, on pourrait peut-être faire une pirouette par le jeu est un autre. On pourrait, si on voulait. Je n'ai pas osé y dire. J'ai pas osé y dire. Moi, j'ai osé. Moi, vous l'avez dit. Je me suis engouffrée dedans. Mais sinon, non, en fait, c'est vrai qu'une autre chose qui m'a frappée avec ce corpus, donc corpus autofictionnel des auteurs qui, on va dire, voilà, qui retournent sur leur propre expérience, c'est à quel point finalement le poids des origines, le poids familial, le poids historique est présent. C'est très très présent, évidemment chez Perec, mais aussi chez Carrère. Carrère, qui est un auteur, cinéaste, journaliste, documentariste, qu'on qualifie parfois, parfois on dit qu'il est un petit peu narcissique, un petit peu toujours à raconter son histoire. En fait, le poids des origines dans toute sa composition russe, un roman russe, Retour à Kotelnitch, le documentaire qui avait précédé aussi, c'est extrêmement fort. C'est ça, finalement, le socle de l'histoire personnelle, c'est ce poids de l'histoire, de la Deuxième Guerre mondiale, de la disparition du grand-père. Enfin, c'est tout ça qui est imbriqué. Donc, c'est vrai que c'est une lecture évidemment très, très rapide et très simpliste quand on entend dire, c'est les préjugés auxquels je faisais référence tout à l'heure, quand on entend dire, voilà, ce sont des individus, des auteurs cinéastes qui s'intéressent qu'à leur propre histoire. Oui, sauf que notre propre histoire ne nous appartient jamais, quoi. Enfin, elle n'engage pas que nous, en tout cas, ça c'est évident. Pardonnez-moi, là pour le coup, je ne peux pas ne pas vous poser la question par rapport à
par rapport à l'écrivaine Annie Ernaux, parce que là, et vous parliez du rapport à la famille, et vous êtes aussi, vous êtes très sensible à son travail, d'autant plus que vous êtes spécialiste de son travail. Donc là, pour le coup, Annie Ernaux, c'est exactement ça. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, hein, on n'a qu'une histoire, elle ne nous appartient pas. C'est plus ou moins, enfin, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est une phrase qu'elle utilise en épigraphe d'un de ses textes. Hein. Et ça, alors, on pourrait parler de son livre Les années qui mélange histoire individuelle et histoire collective, mais c'est vrai que ce qui est aussi intéressant, puisqu'on parle aussi de cinéma et pas seulement de littérature, ce qui est aussi intéressant dans le cas d'Annie Ernaux, c'est de voir à quel point ce langage, non seulement le langage du cinéma, mais en fait la collaboration avec avec des cinéastes est devenue de plus en plus présente dans son œuvre dans les 10-15 dernières années. C'est quelque chose qui n'était pas très, très présent à l'origine. La photo a toujours été là comme mode de représentation de soi, manière d'essayer de se retrouver, preuve de voilà, ce qui a été, etc. Mais de plus en plus, on voit aussi Annie Ernaux s'investir dans des projets cinématographique. Donc, bon, il y a eu l'adaptation de l'événement, par exemple, mais évidemment, récemment, cette année, enfin, en 2022, il y a eu la sortie des Années Super 8. Oui. Ce film qu'elle a fait en collaboration avec son fils, qui reprend certains motifs, on va dire, certaines spécificités de son œuvre, puisqu'il s'agit certes de films de famille, de bobines Super 8, de familiales, mais surtout, en fait, par le texte qu'elle a écrit pour composer ce film, par le texte, les images de l'histoire familiale sont replacées, sont contextualisées, sont situées dans une période historique. C'est la période, c'est les années 70, c'est la société de consommation, c'est ce couple qui accède, qui est à la petite moyenne bourgeoisie, on va dire. C'est emblématique d'évolution vraiment significative de la société française. Donc oui, effectivement, dans le cas d'Annie Ernaux, il y a toujours ce travail, ce mouvement un peu de balancier entre expérience individuelle, expérience collective. Mais c'est vrai que de plus en plus, et les Années Super 8 est sorti, bon, j'avais déjà achevé le livre, ou alors vraiment j'étais en train de corriger les épreuves, donc je ne sais même plus si je l'ai mentionné, mais si je l'ai mentionné, c'était un travail de dernière minute. J'ai pas eu le temps véritablement de l'intégrer dans le livre, mais c'est vraiment intéressant de voir aussi à quel point la composition formelle joue un rôle important entre d'une part les images qui ont été filmées par l'ex-mari d'Annie Ernaux, qui ont été retrouvées remontré comme ça par le fils à ses enfants, le texte qui a été composé, écrit par Annie Ernaux, et le texte finalement qui a été utilisé comme scénario par son fils, par David Ernaux-Brio, pour monter véritablement les images. Donc il a utilisé le texte de sa mère, le texte d'Annie Ernaux, un peu comme un scénario. Donc c'est intéressant aussi formellement de voir comment cet objet assez singulier s'est créé. Alors, je répète le titre du livre Projection de soi, identités et images en mouvement dans l'autofiction. C'est édité chez Presse Universitaire de Lyon. Je vais quand même nommer aussi les différentes parties, différents chapitres du livre. Alors, donc, il y a une introduction que vous intitulez Le moment de l'autofiction, vous l'avez un peu évoqué au début de l'émission, puis ensuite l'autofiction des nouveaux romanciers. Là, vous parlez de Duras et de Marguerite Duras, pardon, et d'Alain Robbe-Grillet sur le papier, mais aussi sur l'écran. Puis Filer, filmer, c'est le sujet autofictionnel chez Sophie Calle, Camille Laurens et Georges Perec. Ensuite, Disparition et quête des origines, c'est l'empreinte des formes cinématographiques et romanesques chez Carrère, on en a un petit peu parlé. Adaptation et altérité, c'est les allers-retours entre écrits et écrans chez donc Annie Ernaux et Christine Angot. Sujet médiatique, figure publique, autofiction et télévision de Dubrovski à Delhomme. Et puis il y a une conclusion, mouvement, mutation et mutabilité vers des écritures cinétiques.
Dernière question, et en même temps, comme je dis souvent, on a parlé peut-être 0,01% de ce qu'il y a dans le livre, donc je vous invite ardemment à vous le procurer. Une dernière question, c'est vous commencez par ça, c'est par rapport à l'évolution des moyens de communication. C'est automatiquement lié à l'autofiction, ça c'est évident. Dans le sens, d'une certaine manière où je ne sais pas trop comment. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est moi qui vais vous demander. Ben oui, vous avez entièrement raison. C'est que ma question n'a pas été claire. Je m'en excuse. C'est par rapport tout simplement aux nouvelles avancées technologiques. Je pense notamment depuis plus de 25 ans avec les réseaux, avec Internet, parce que les réseaux sociaux, c'était pas tout de suite. Et donc, est-ce que il y a beaucoup de l'utilisation du téléphone, voilà, ce genre d'outils de communication. Oui, j'aurais dû plutôt dire outils de communication. Voilà, c'est plutôt oui, ça. non, mais merci. Du coup, ça cadre. Oui, ça cadre bien. Effectivement, donc moi j'ai choisi de baliser et ça faisait déjà, enfin de toute façon j'ai forcément limité le corpus et donc j'ai balisé entre le moment de l'autofiction qui, donc comme je disais tout à l'heure, qui intègre un imaginaire cinématographique et qui se développe grâce à la télévision, ça je pense que c'est aussi important. Effectivement, j'ai pas vraiment ouvert, et là voilà, c'est un appel à ce que quelqu'un écrive un autre livre, mais sur l'autofiction telle qu'elle, ou les représentations de soi en tout cas, telles qu'elles se démultiplient complètement avec les autres modes de communication qu'on voit émerger, qu'on a vu émerger, dont effectivement réseaux sociaux, YouTube aussi, évidemment. Donc, et ça, c'est vrai que c'est tout un pan qui est déjà, heureusement, sur lequel il y a déjà eu des études, mais je pense que c'est tout un pan sur lequel il y a encore beaucoup à faire. Parce que là, vraiment, ça va tellement vite au niveau des possibilités même de manier les outils soi-même. Aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est à quel point le sujet, là, peut vraiment prendre en charge, prendre en main avec ces nouveaux outils de communication, contrairement à la lourdeur de l'appareil cinématographique traditionnel. Là, vraiment, c'est la possibilité aussi de prendre en main ces représentations visuelles, textuelles, enfin, vraiment, ouais, mais complètement multimédia de soi. Et là, c'est vrai que c'est très intéressant parce que des choses qui n'étaient pas forcément possible. Il y a quelques décennies, on se disait, ben non, avec le film, on ne peut pas vraiment faire des films autobiographiques. À partir du moment où il y a une équipe qui est là, à partir du moment où il n'y a pas juste le sujet qui filme et qui est filmé, c'est pas de l'autobiographie. Mais là, ce qui est effectivement potentiellement intéressant avec tous ces différents modes de communication, c'est de voir finalement la manière dont le sujet peut vraiment prendre les choses en main aussi. Et vraiment reprendre peut-être le contrôle sur ces différents modes de représentation. Donc théoriquement aussi, je pense que ça va mener à des développements assez intéressants. Ouais. Et puis ces études peuvent être intéressantes, ne serait-ce que pour peut-être, comment dire, informer, prévenir sur ce terme autofiction qui risque d'être un peu galvaudé parce que c'est vrai qu'on peut l'associer à différentes choses. Par exemple, je ne sais pas, moi, on peut dire que des chaînes YouTube, des YouTubeurs peut-être font de l'autofiction. Oui. Je ne sais pas. Oui, il faut voir, il faut réfléchir comment cette autofiction est gérée. C'est passionnant. Enfin, ça reste passionnant. Oui, je pense que c'est un terme maintenant qui est utilisé de manière assez générique, qui finira peut-être même probablement par s'effriter, mais je pense qu'on finalement, même si ça s'effrite, ça restera, il me semble, associé à un moment de transition où les images ont pris un rôle de plus en plus important, complètement en fait, inévitable, dans les représentations du sujet. Ouais. Pas vraiment en se substituant à l'imaginaire, mais en venant véritablement compléter les autres images qui sont les images mentales. Ouais. Et c'est pas terminé encore. Je rappelle, Projection de soi, identité et image en mouvement dans l'autofiction. C'est édité chez Presse Universitaire de Lyon et Élise Gunet-Léger, l'autrice de cet essai, était là pour nous en parler. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir en tout cas. Merci à vous. Plaisir partagé. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my three good companions.